Bonjour tout le monde. Je vais vous parler du député de Rouyn-Noranda, Daniel Bernard, qui a fait une sortie remarquée à Radio-Canada dans sa région concernant le manque de soutien de son propre gouvernement à l'égard de la région. Il parle du poids politique qui est dans le sud du Québec, qui n'est pas dans les régions. Il parle du fait qu'on a évoqué nous-mêmes ici qu'il n'y a pas de ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue. Il fait le tour d'à peu près toutes les actions en matière de développement régional et de la CAQ pour les critiquer. Alors, c'est la première fois qu'un député d'une région est aussi vocal sur les problèmes de la CAQ, sur le manque de leadership. Il rappelle à juste raison que pour deux régions, l'Abitibi-Témiscamingue et la Gaspésie-des-Îles, la CAQ a fait le choix de ne pas nommer de ministre originaire de ces régions. Pourtant, il y a 5 députés, 3 en Abitibi-Témiscamingue et 2 en Gaspésie, qui auraient pu être nommés. Donc, ce n'est pas banal qu'un député décide de libérer sa parole, de faire en sorte de nous communiquer des problèmes importants. Il le fait lui-même dans une entrevue matinale. Et je sais que ça a beaucoup d'écho chez ses collègues de la CAQ. Ça en a aussi de notre côté parce qu'on fait des observations similaires. Donc, c'est majeur comme sortie. Je ne sais pas comment M. Bernard va continuer de siéger dans les conditions actuelles avec la CAQ. Écoutez, M. Bernard a siégé ici pour le Parti libéral du Québec. Je m'en souviens, j'étais là. Et là, il en vient à évoquer que c'était mieux avec le Parti libéral du Québec dans les régions. Ça, c'est ses mots à lui. Alors, imaginez ce qu'on est rendu. Donc, c'est pas une bonne nouvelle pour les régions qu'il y ait un manque de leadership, un manque de poids politique autour de la table pour les gens qui en ont bien besoin. On a tenu notre caucus l'an dernier en Abitibi-Témiscamingue. On l'avait entendu, on vous le dit, mais c'est encore plus d'impact quand c'est un député de l'intérieur qui vous le dit. C'est comme un initié qui vous révèle ce qui se passe. Il le fait avec courage et je le salue pour ça. Et j'ai l'impression que d'autres auraient envie d'en dire autant. Je vous remercie. On est disponibles tous les deux Pascal, pour répondre à vos questions. Sur la taxe carbone, est-ce que vous pensez que le Québec doit aussi emboîter le pas, puis est-ce qu'on doit l'annuler, cette taxe-là? Bon, les Québécois sont préoccupés, certains sont fâchés par l'écart des prix entre le reste du Canada et le Québec, et ils ont raison d'être fâchés. C'est un écart qui est absolument inacceptable. Puis c'est non seulement pour les consommateurs à la pompe, mais tout ça, ça nuit à la compétitivité de nos entreprises, notamment de nos PME au Québec. La solution proposée par le gouvernement actuellement, c'est l'abolition du prix plancher. C'est un amendement qui a été proposé dans le projet de loi 69, qui est un immense projet de loi, dont on est en train de faire l'étude encore aujourd'hui même. Dans combien de temps ça va donner des résultats? On ne le sait pas. La solution, elle n'est pas là, puis ça ne donnera pas les résultats escomptés. Il y en a qui disent ensuite, bien là, il faut sortir du marché du carbone. Parce que, bon, là, on va se le dire, là, il n'y a pas de taxe carbone comme telle. C'est pas la même chose, c'est pas le même régime que dans le reste du Canada. Nous, on fait partie du marché du carbone. Ceux qui proposent ça, bien, on doit aussi se dire combien ça coûte pour sortir du marché du carbone. Entre 3 et 5 milliards de dollars, puis des risques de poursuite, comme ça s'est passé en Ontario. Il ne faut pas oublier aussi que le marché du carbone, c'est des revenus là, de presque 9 milliards pour le Québec. Donc, il y a des pratiques anticoncurrentielles qui sont observées, ça c'est très clair. Et donc là, ça veut dire que c'est ça aussi qu'il faut regarder, la concurrence. Donc là, je vous ai dit là où c'est pas efficace de regarder. Maintenant, ce qu'on peut regarder, c'est les solutions qui sont disponibles. Et c'est au gouvernement de trouver des solutions. Et nous, on lui dit, on demande au gouvernement, ça c'est très important. Parce que là, il dit, j'ai réglé la question. J'ai réglé la question. Abolition du prix plancher dans le projet de loi 69. Ça change quoi, ça, au prix actuellement? Dans le marché du carbone, mais il faut trouver des solutions. Si je comprends bien, exactement. Le PQ veut rester dans le marché du carbone, mais en trouvant des solutions. Actuellement, la solution, elle n'est pas là. Elle va coûter très cher au Québec, cette solution-là. C'est entre 3 et 5 milliards. Ça va coûter très cher, plus des poursuites judiciaires, plus la perte aussi de revenus pour le Québec. Donc, nous, on demande au gouvernement du Québec de s'attaquer à ce problème-là, de trouver une solution qui va donner des résultats pour les gens en région, actuellement, par exemple, qui n'ont pas d'alternative, qui n'ont pas accès à un transport en commun et qui payent beaucoup plus cher. Donc, M. Paradis, quand même. Vous n'en avez pas de solution. Il y a toutes sortes de solutions qui peuvent être adoptées, mais je le redis, nous, ce qu'on demande, c'est avant le congé de la Saint-Jean-Baptiste que le gouvernement du Québec nous arrive avec des solutions qui ont un effet sur le prix à la pompe pour les consommateurs et sur la compétitivité des PME. Nous demandons au gouvernement du Québec d'arriver avec des solutions. Alors, il y en a des solutions. D'abord, négocier avec le gouvernement fédéral qui a causé le problème avec une solution
ou en fait, une mesure électoraliste de Mark Carney au tout début de la campagne électorale. Il y a des chèques qui ont été envoyés partout au Canada, sauf au Québec. Il y a 800 millions de dollars qui nous est dû par le gouvernement fédéral sur cette opération électoraliste. Discutons avec le gouvernement fédéral. Il y a aussi cette idée qui est absolument essentielle dans le contexte actuel, c'est que ça nous prend des mesures pour être capable de travailler sur la question des mesures anti-monopole, favoriser la concurrence. Il n'y a toujours pas d'organisme au Québec qui s'occupe de la concurrence. Donc, ça prend des pouvoirs en matière de concurrence, ça prend un bureau de la concurrence. Est-ce qu'on peut jouer sur les autres taxes? C'est ça la question. Vous voulez toujours taxer les surprofits des pétrolières. Ça fait partie, justement, j'y arrivais, des mesures fiscales qu'on peut analyser. Est-ce qu'on peut regarder ce qu'on peut faire avec la taxe sur les carburants du Québec? Est-ce qu'on peut regarder l'ajustement de la TVQ? Est-ce qu'on peut regarder ne pas taxer les taxes comme ça se passe actuellement? Il y a plusieurs mesures. La surtaxe sur les surprofits des pétrolières. Ça ne ferait pas augmenter le prix de l'essence davantage? Il y a plusieurs solutions, des mesures fiscales, des mesures pour favoriser la concurrence, des mesures de négociation avec le gouvernement fédéral. Fait que je vous donne là, des idées que nous, on considère actuellement qu'on est en train de travailler parce que c'est un problème complexe. La première chose qu'on doit faire, c'est d'appeler notre gouvernement à agir. Que fait notre gouvernement? Ça fait des semaines que ça dure. Sa solution, sa seule solution de repli, c'est d'abolir le prix plancher de l'essence, une mesure qui a été mise dans le projet de loi 69 à la fin. Regardez la TVQ, voulez-vous dire peut-être l'augmenter pour compenser pour ce qu'Ottawa est en train de faire? Ça veut dire qu'il faut regarder l'ensemble des mécanismes fiscaux qui sont à la portée du Québec. La TVQ pour récupérer ce champ-là qui est laissé libre par Ottawa? Il y a plusieurs options à considérer, et je le redis, donc, négocier avec le gouvernement fédéral pour avoir notre juste part, notamment de ce remboursement de taxes carbone, regarder les mesures fiscales qui sont de la juridiction du Québec et surtout favoriser la concurrence avec des véritables mécanismes d'appui à la concurrence. Nous disons que ce que nous regardons ou ce que le gouvernement du Québec peut regarder, c'est notamment les mesures fiscales dans les taxes qui sont de la compétence du Québec. Ce qu'on demande, je vous le redis encore, là, celui qui est aux manettes, celui qui est aux manettes, c'est le gouvernement du Québec. Nous demandons... Dans un an, vous faites quoi? Vous l'augmentez ou vous l'augmentez pas? C'est quand même... Oui, on est un gouvernement en attente. Celui qui est au gouvernement actuellement, c'est le gouvernement de la CAQ. C'est lui qui connaît les chiffres. Je viens de vous dire tout ce qu'on regarde comme option. La TVQ, vous allez l'augmenter, M. Paradis. Sur la TVQ, là. Je viens de vous dire que de toutes sortes de mesures qu'on peut regarder, nous demandons au gouvernement du Québec d'agir sur ces plans-là. Les mesures fiscales à étudier concernent également les taxes qui sont de la compétence du Québec. Nous sommes en train de le regarder. Le gouvernement du Québec devrait faire la même chose, devrait négocier aussi la juste part qui revient au Québec, compte tenu des mesures qui ont été adoptées par le gouvernement fédéral, et doit s'attarder aux mesures qui favorisent la concurrence. Parce que derrière ça, il y a un problème de concurrence. Notez que dans plusieurs villes du Canada anglais, la part du prix de l'essence qui avait diminué en raison des mesures électoralistes de Mark Carney, les compagnies pétrolières sont en train de la rattraper. Suivez bien ça. Toutes les études démontrent la même chose depuis des décennies et des décennies. Les compagnies pétrolières vont combler l'écart et vont faire plus de profit. Vous êtes pour ou contre? Bon, l'oléoduc. J'aimerais savoir en quoi les projets non existants dont on parle actuellement sont dans l'avantage économique du Québec. La première question à se poser, c'est quelle retombée économique pour le Québec? En quoi ça va créer de l'emploi ici, de l'emploi durable, pas juste pour construire une infrastructure? En quoi ça va faire des revenus ici au Québec? Moi, on ne m'a toujours pas fait la démonstration de la rentabilité économique de ces projets-là pour le Québec. Et s'il y en avait... Mais la souveraineté énergétique de qui? La souveraineté énergétique de l'Ouest? De l'Alberta? Du reste du Canada? Là, il faut penser aux intérêts du Québec. Oui, mais en quoi d'avoir des pipelines qui font passer
du pétrole produit dans l'Est, dans les terres agricoles, sous les rivières du Québec, pour être mis dans un bateau, pour partir à l'étranger. En quoi ça contribue à la viabilité économique du Québec? Je demande qu'on fasse la démonstration et on ne l'a toujours pas. S'il y en avait de tels projets qui sont une offre économique qui est viable pour le Québec, on le saurait. Il y en aurait des projets sur la table. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Alors, ça prend une démonstration que c'est dans l'intérêt économique du Québec. Ça prend de l'acceptabilité sociale. Puis l'acceptabilité sociale, ça veut aussi dire qu'on regarde les conséquences environnementales. Parce que si on n'a à peu près aucun profit, aucun revenu, mais tous les risques environnementaux, notamment de déversement dans nos terres agricoles, dans nos rivières, c'est pas dans l'intérêt du Québec. Mais si les Québécois sont d'accord, parce que là, il semble que l'opinion des Québécois est en train de changer. Alors, si les Québécois sont d'accord, est-ce que vous continueriez à vous opposer? Des sondages semblent démontrer que les gens au Québec sont plus à même d'en entendre parler. Mais de quel projet? Là, on dit, des oléoducs, des pipelines. Lesquels? Où? Ce qui a fait le problème dans le passé, c'est que quand on arrive avec des vraies idées, puis qu'on voit ce que ça veut dire, ce que ça ne crée pas comme emploi au Québec, ce que ça ne donne pas de revenus au Québec, mais ce que ça crée comme risques environnementaux, là, soudainement, les gens disent, attention, c'est un risque. Pour le remboursement de la taxe carbone? Vous faites des hypothèses, là. Je ne vois pas comment ces questions-là sont liées pour le moment. Je vous le dis, il n'y a aucun projet sur la table. Où sont les projets qui sont rentables pour le Québec? S'il y en avait, ça ferait longtemps qu'on le saurait. C'est pas le cas actuellement. Une question sur les écoles, M. Bérubé. Il y a 99 projets d'ajout d'espace qui est en planification qui sont sur stock. On ne sait pas quand ça va reprendre. Comment vous envisagez ça? Comment vous voyez, par exemple, la prochaine rentrée? Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence à votre avis? Il y a de la pression partout. Je vais vous donner l'exemple de Saint-Apollinaire, pas tellement loin d'ici, qui est probablement la municipalité qui a le plus fort taux de croissance dans les dernières années, dans les petites villes. Ils n'ont plus de place, il y a du préfabriqué. Donc, ça envoie un message aussi défavorable aux municipalités qui ont beaucoup de jeunes familles. Ça envoie aussi le message que à certains endroits, on va les faire, puis pas à d'autres. Alors, sur quelle base se fait la sélection? Ça va coûter plus cher aussi si on fait ça plus tard. C'est clair que les coûts vont augmenter. Donc, le ministre se plaît à peu près à chaque visite de dire j'ai inauguré une nouvelle école, puis une nouvelle école. Deux choses. Sur quelle base il choisit de procéder ou pas à la poursuite des travaux dans certaines écoles? Et si j'avais une suggestion à lui faire, les écoles qu'il doit visiter, ce n'est pas celles qui sont fabriquées et qui sont terminées. Celles-là, ça va. Ils vont survivre sans le ministre. Moi, j'aimerais ça qu'ils visitent en priorité les écoles qui sont délabrées, qui vont pas bien, que le plafond coule, que les fenêtres sont brisées. C'est celles-là qu'ils devraient visiter en priorité, mais chacun ses priorités. Vous dites sur quelle base se fait la sélection? Avez-vous des hypothèses ou des informations? Souvenez-vous, le ministre, une fois, avait dit, moi, je me promène dans les écoles, puis là, je regarde l'état général, puis selon moi, ça va bien. C'est pas une expertise, ça. Donc, sur la base des chiffres, ce que Paul Saint-Pierre Plamondon dit pour certains projets en santé s'applique en éducation également. Donc, l'état de délabrement, l'utilité, le besoin des usagers, que ce soit le personnel ou les élèves. Donc, cette base-là. Puis, je reviens sur le cas de Saint-Apollinaire. C'est assez important. Moi, j'ai parlé avec le maire, j'ai regardé cette école-là. C'est bien embêtant de leur refuser avec toute la pression qu'ils ont présentement. Le maire Jonathan Moreau là, cherche vraiment des façons de convaincre Bernard Drainville, qui pourtant est juste le comté à côté et qui voit bien là, que cette communauté-là est débordée. Sur le nouveau régime forestier, là, qui fait quand même beaucoup jaser en région, je me demandais comment vous vous situez par rapport à ça. On dirait bien qu'il y a juste l'industrie qui On poursuit l'analyse. C'est clair que c'est... des membres de Première Nation qui menacent de blocus. Donc, Je poursuis mon analyse. Il y a du bon, il y a du moins bon. Bon, qui se réjouit? Domtar, la grande entreprise, ça c'est très clair. Qui est contre? Bien, les plus petits joueurs, le secteur phonique, le secteur de chasse et pêche, les Autochtones, les ZEC, plusieurs acteurs. D'ailleurs, rappelons que lorsqu'ils ont été consultés, on leur a demandé de signer un formulaire de confidentialité. J'avais jamais vu ça, moi, dans mes années de politique. Donc, c'est très particulier. Comment on en est venu à l'idée que ce soit un projet de loi beaucoup axé sur la très grande entreprise. Donc, il y aura des débats importants à faire. On n'a pas terminé de faire le recensement de ce que ça implique, mais disons
que c'est un projet de loi particulièrement affairiste. Si j'étais actionnaire d'une grande entreprise en foresterie au Québec, je serais heureux de ce qu'a livré la ministre. Vous avez pensé quoi de ce que vous avez appris la semaine dernière dans la commission d'enquête sur la SAC? Notamment que M. Bonnardel savait depuis 2021 qu'il y avait des enjeux budgétaires. Je veux dire, le ministre est responsable de tout ce qui se passe dans son ministère. Il était au transport. Donc, à partir du moment où il sait, j'imagine qu'il prend des actions, il informe le gouvernement. Il y a des questions qui lui ont été posées à l'Assemblée nationale. Là, je fais attention pour ne pas interférer dans les affaires de la commission, mais je veux vous rappeler les questions qu'on a posées à l'Assemblée nationale. Pour le reste, les gens de la commission, comme vous, comme moi, ont probablement pris acte de ces témoignages et agiront en conséquence. Sur le point 05 de mémoire, vous n'aviez pas encore de... Est-ce que M. Bonnardel a menti? Non, je vous invite à... Maintenant, on sait que M. Bonnardel savait. Sa première réaction, c'était « on m'a menti, on vous a menti ». Je fais appel à votre mémoire et à votre jugement. Des questions lui ont été posées sur sa connaissance du dossier, surtout sur les actions. Il se peut qu'il y ait des dépassements de coûts, mais ta responsabilité comme ministre, c'est d'en informer le gouvernement, puis il peut décider de mettre les freins, de suspendre ou d'aller de l'avant. Je comprends qu'il est allé de l'avant. Moi, ce qui me fatigue le plus, c'est l'enjeu du risque électoral avec l'élection de 2022. Ça, j'ai hâte d'en savoir plus là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis, depuis quand un conseil d'administration d'une société d'État se positionne comme des stratèges de communication de l'action d'un gouvernement? J'ai pas vu ça souvent. Donc, vous vous questionnez sur ce que M. Sioui a dit, là, parce que lui, il a dit sous serment que l'élection n'avait rien à voir avec le fait que le contrat avait été fractionné. J'écoute tout ce qu'il se dit. C'est pas mon dossier, mais ça m'intéresse. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Vous n'émetteriez pas le soupçon ce matin. C'est un peu ça que vous faites en ce moment. J'écoute. Puis on suit la commission avec intérêt. L'approche de Mme Guilbeault était meilleure. À 2 mois du lancement, elle ne voulait pas rencontrer le CH. Ça, j'ai moins suivi ça, par contre. J'allais dire Sylvain. C'est Joël qui pourrait vous raconter ça plus Sur que le moi. point 05, vous n'aviez pas de position récemment. Peut-être que vous en avez une depuis. Je voulais juste Pas de voir. changement là, depuis les dernières questions qui nous ont été posées. Positionner là-dessus. On n'a pas de nouvelles positions là-dessus. Là, il y a une analyse de la SAQ qui dit qu'on pourrait sauver jusqu'à 9 vies par année. Il y a eu un rapport du coroner récemment sur un cas C'est troublant. pas un débat qui a cours présentement dans notre caucus. Pourquoi c'est pas... C'est comme ça. Je veux dire, il y a plein de sujets. On y va avec les sujets qu'on peut traiter à 5 avec l'actualité, mais c'est pas un débat qu'on a présenté. Oui. FMSQ sort une publicité ce matin en disant « ça va brasser », puis ils disent « vous ne regardez pas le problème par le bon côté de la lorgnette ». Est-ce que vous trouvez que le gouvernement fait bien de vouloir serrer la vis aux omnis et aux spécialistes? Le gouvernement est libre de ses actions, puis les syndicats aussi. Alors peut-être que les jeunes caquistes pourraient aussi s'occuper là, des médecins spécialistes. Là. Ils veulent s'ingérer dans les actions. Sur le principe du projet de loi 106, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait de lier la rémunération à la performance? Je ne suis pas spécialiste. Je voudrais poser la question à Joël. C'est pas que je ne veux pas répondre, mais je n'ai pas les derniers développement là-dessus. Les spécialistes disent qu'ils n'ont pas les plateaux, là, qu'ils n'ont pas les salles d'opération, qu'ils n'ont pas le personnel, que le gouvernement essaie de leur attacher les mains alors qu'il ne leur donne pas les moyens de travailler. Ben, je peux vous parler en... Il se passe quoi chez vous? Tu avais un élément sur l'incorporation que tu me disais? Oui, bien, vous nous avez posé ces questions-là, mais on veut quand même réitérer la promesse fondamentale du gouvernement de la CAQ lorsqu'il a été élu en 2018, réitéré en 2022, mettre fin à l'incorporation des médecins. Où est la réalisation? Où sont les résultats? On n'est pas là. On the carbon tax, we saw the poll this morning that the majority of Quebecers are against the idea of paying more than other provinces when it comes to gas. What is your position on this? Well, Quebecers have reasons to be worried, to be upset, because there's a gap between the gas prices here in Quebec and in the rest of Canada. And we believe that the government should act on the problem. And we ask the government to come with a solution with results on the ground in the regions before we have the Saint-Jean-Baptiste on January 30, 23. So the government must come with a solution. Up to now, the solution they propose is to get rid of the fixed lower price of gas. And this is under study in the Parliamentary Commission. It doesn't change anything for the consumers and for our
businesses here in Quebec. So when you say that you would like to see the government come up with solutions, what exactly are you hoping will change here? What would you propose as a solution? There's a number of solutions to be considered. For the time being, this fixed gas price will not provide results on the ground, so this is not the way to look forward. We will study that question in the Parliamentary Commission. There are a number of solutions to be looked at with the federal government. The electoralist decision to get rid of the carbon tax was accompanied by a check sent to Canadians all around the country, but not in Quebec. So we're owed $800 million that could be used in that respect. The government of Quebec should look at our own taxes here in Quebec, and we should look at fostering competition. We don't have the tools necessary here in Quebec. We continue to demand for the setting up of a competition bureau here in Quebec. On pipelines, should we support Alberta's eastward expansion? So that's exactly the answer is in the question. The proposal now is to have a pipeline in Quebec. So throughout our lands, our rivers, and for the oil to be exported. So Quebec must look at its own economical interests. Where is Quebec's economical interest in such a project? Where are the profits, the revenues we're gaining here in Quebec? Where are the jobs, permanent jobs, long-term jobs that will be created by such an infrastructure? We don't know yet. We have not seen yet any project for which Quebec's economical interest was shown. And where are the markets? Where is the project at the present time? We have no project. But do you agree with Premier Legault when he says that the idea of a pipeline in Quebec has become more socially acceptable right now? There is one poll showing a certain openness, but to what? It's easy when, it comes to, oh, there is an idea, they're floating there in the air. Okay, I might have a look at it. Where is the project? Because when push comes to shove, that's where the problems arise. Whenever we have considered real project with real impacts on our communities, on our environment, people said, wait a while, where's our benefit if we are taking so much risks? So benefits for Quebec's economy, social acceptability, including environmental impacts.